Alors, bienvenue à cette troisième conférence Jean-Jacques Ollier. Nous gravirons aujourd'hui les cimes de la pensée humaine, puisqu'il sera question de celui que la tradition a surnommé le philosophe, c'est-à-dire Aristote. La première fois que j'ai lu Aristote, c'était la poétique. J'ai été frappé par l'intelligence de cet homme, par sa capacité à embrasser d'un seul coup d'œil tous les aspects d'une question. Pour le dire autrement, Aristote pensait à tout en même temps, sans confondre l'ordre des choses. C'est évidemment un signe de génie. Pardonnez-moi, je vais fermer la porte ici. Le vin est déjà bon, semble-t-il. Donc, c'est évidemment un signe de génie que cette manière d'Aristote, mais c'est aussi, je crois, un signe de sagesse. Et je crois que nous devrions toujours nous efforcer d'envisager les choses ainsi. Si nous ne voulons pas ressembler au bœuf d'Héraclite, et malgré le fait que cette manière d'être ne soit pas très bien vue ces jours-ci. Pour aller plus loin, plus haut, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Richard Bodéus. M. Bodéus est professeur émérite du département de philosophie de l'Université de Montréal. Il est aussi philosophe, philologue, historien de la pensée antique et traducteur. Il a dirigé la traduction des œuvres du Stagirite dans la bibliothèque de la Pléiade. Je terminerai en citant le cardinal Newman qui disait, faisant écho un peu au thème qu'abordera M. Bodéus aujourd'hui, Newman disait « En beaucoup de matières, penser correctement, c'est penser comme Aristote. Et bon gré, mal gré, même sans le savoir, nous sommes ses disciples. » Mesdames et messieurs, Richard Bodéus. Merci, Monsieur Guillen, merci aux responsables de m'avoir invité cet après-midi de pré-printemps à vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Et merci à Monsieur Guillen une seconde fois pour sa délicate présentation. Je n'en demandais pas tant. Lorsque, au mépris de mon âge, il m'a prié d'abandonner ma quiétude à la retraite pour présenter quelques mots sur Aristote, j'ai été en partie embarrassé, en partie non. Je savais que je pouvais aborder Aristote sous différents angles. J'ai choisi, comme le titre de mon propos vous l'indique, de poser une question. Et une question qui engage la présence d'Aristote lui-même dans la pensée du XXIe siècle. Pourquoi une question? Dans le courant des années 70, par là, il fut de mode, parmi les interprètes d'Aristote, de juger que celui-ci était génial, non seulement par les théories argumentées qu'il défendait, mais aussi par les questions qu'il posait. Et de fait, une partie de son œuvre est constituée par des recueils d'apories, questions embarrassantes. Et il y a même des passages très instructifs dans lesquels il
explique ce qu'est une véritable aporie, une véritable question embarrassante. Et la première condition pour être une question embarrassante, c'est que la réponse ne doit pas être évidente. Aristote prend quelques exemples et il dit « Celui qui se demande s'il faut honorer ses parents ou s'il faut honorer les dieux, celui-là, il ne mérite pas de réponse, il mérite simplement une sérieuse correction. » Eh bien, en posant la question « Aristote est-il actuel ?», je pose une question dont la réponse, à mes propres yeux en tout cas, n'est pas évidente. Et il ne faut pas compter sur moi, aujourd'hui, pour lever cette indécision et dire une fois pour toutes oui ou non. Mon propos sera de vous faire partager mon sentiment, c'est que par certains côtés, Aristote est présent, par d'autres, il est absent. À tort ou à raison, c'est encore une autre question, mais que je n'aborderai pas, je la laisse à votre appréciation. Vous êtes d'accord? Partons donc d'un point de départ assez simple. Tout le monde sait qu'Aristote est mort depuis longtemps, 2500 ans à peu près. Tout le monde, j'ai quand même connu, lors de mon enseignement, un étudiant particulièrement mal équipé qui, manifestement, en doutait. Et je vis, à son regard bovin, qu'il s'imaginait qu'Aristote était notre contemporain. Donc, je proposais de l'appeler par téléphone pour vérifier avec lui si ce que je disais à son propos était correct. C'est à ce moment-là que l'étudiant, très embarrassé, m'a dit non, laissons. Bon, mis à part les bovidés, chacun sait qu'Aristote est mort depuis longtemps. Mais son œuvre est conservée. Et elle est conservée dans la langue originale. Je m'empresse de dire que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas le hasard bienvenu, la bonne fortune de ces épaves qui échappent miraculeusement à un gigantesque naufrage. Non. Si l'œuvre d'Aristote est conservée, c'est parce que depuis des siècles, de génération en génération, on a copié cette œuvre à grands frais. Et si l'on a copié cette œuvre à grands frais en de multiples exemplaires, ce qui la mettait à l'abri de sa disparition, c'est parce que de génération en génération, elle n'a cessé d'intéresser un public savant, un public lettré, en tout cas. Et il nous reste aujourd'hui de ces manuscrits écrits à la main durant le Moyen-Âge. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de voir un manuscrit d'Aristote, non pas écrit par lui, mais contenant ses œuvres, et au Moyen-Âge. Je vous ai apporté à toute fin les copies de 3 manuscrits, l'un du Vatican, le deuxième aussi, le troisième il est. Vous pouvez se faire circuler pendant que je parle, comme ça vous ne serez pas obligé de me prêter totalement attention. Il reste
de ces manuscrits médiévaux, car on en cherche toujours, plus de 3000 copies. Ce sont des trésors inestimables dans certaines bibliothèques. Ces manuscrits sont cadenassés, littéralement cadenassés, c'est-à-dire reliés à un cadenas. Le cadenas lui-même relié à un banc, personne ne peut les emporter. Trésor en quelque sorte caché, mais trésor tout de même de l'humanité. Cette œuvre a non seulement été copiée en de multiples exemplaires, mais elle a été traduite. Et elle a été traduite dès l'Antiquité, comme vous le savez, en latin, puis plus tard, à la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, pardon, dans les officines extrême-orientales, en syriaque, puis en arabe, preuve que la pensée, par-delà la langue, intéressait un public très vaste. Et les traductions se sont perpétuées. On est revenu au latin à la fin du Moyen-Âge. Et puis, à l'époque moderne, il a été traduit dans toutes les langues dites vulgaires, notamment français, celles dont Descartes disait que l'utilisation était judicieuse s'il voulait être lu par les femmes. C'est Descartes, évidemment, qui nous dit cela. Merci, c'est très utile. De plus, cette œuvre a été, à la même époque, éditée. Et elle a été, la première fois, dans une officine vénitienne par les frères Aldemanucci. Et ce n'était pas évidemment sur la requête d'Aristote. Ce n'est pas Aristote qui, par téléphone, a appelé l'officine d'Almanucci et dit « Voulez-vous, s'il vous plaît, éditer mes œuvres, s'il vous plaît, comme constituer un comité de lecture ?» Non, pas du tout. L'initiative est prise par l'éditeur, en quelque sorte, en chef sur la place de Venise, et son travail est en quelque sorte l'équivalent de l'impression de la Bible de Luther. Donc, cette initiative dit par elle-même l'importance accordée à cette œuvre pourtant profane. Et à partir de là, d'autres éditions ont évidemment été entreprises. On en a une ici exposée et qui appartient à votre bibliothèque. Elle est, je crois, de 2 siècles ultérieurs. Des exemplaires du grand volume de l'Aldine, il en reste encore. Il en existe un à la bibliothèque de l'université McGill. D'autres, la plupart, sont en Europe et difficilement accessibles. De toute façon, le format de ces œuvres, celle-ci en porte encore témoin, est tel qu'il est difficilement consultable. Mais dès le XVIe, et à partir du XVIe et au-delà, les éditions ont été constituées sur format de poche. Et je n'exagère pas, c'était des exemplaires destinés aux poches, et en l'occurrence, à l'époque, aux manches très amples des femmes, vous voyez ces costumes d'époque, ce qui leur permettait de glisser dans cette manche un exemplaire d'Aristote et, mine de rien, de le lire impunément pendant l'office. Me dit-on. Ça, c'est l'ensemble de la publication. Plus tard, les éditions ont été opérées de manière critique, c'est-à-dire à partir des manuscrits dont vous avez là-bas des exemplaires, et le travail est repris régulièrement
à mesure que la connaissance de ces manuscrits, leur comparaison et leur critique interne permet d'établir un texte plus sûr, à partir desquels sont faites toujours les traductions. Ajoutez en dernier lieu que cette œuvre est commentée depuis l'Antiquité. La publication de ces commentaires anciens, rien qu'en grec, représente 20 volumes. Il existe des commentaires syriaques, il existe des commentaires latins, il existe des commentaires arabes et il existe évidemment des commentaires modernes. C'est bien que, à partir du XIXe siècle, on a fini par devoir recenser la présence des œuvres d'Aristote dans les bibliothèques, à l'époque essentiellement européennes. Et Schwab, qui s'est mis à l'ouvrage vers la fin du XIXe siècle, a répertorié à cet égard 3700, approximativement, 3700 ouvrages différents consacrés à l'œuvre d'Aristote ou contenant l'œuvre d'Aristote lui-même. Aujourd'hui, depuis le XXe siècle, si l'on consulte le Philosopher's Index, si l'on consulte le répertoire bibliographique annexé à la revue philosophique de Louvain, si l'on consulte Nous, Monde, tout ça mis ensemble, il apparaît que chaque année, bon an, mal an, on publie sur Aristote 300 livres ou articles dans des revues savantes par an. Imaginez ce que ça donne depuis rien que le XXIe siècle. Et si l'on prend en considération les œuvres particulières, le calcul est aussi de façon astronomique. J'ai ici apporté la jaquette, non pas le livre, parce qu'il est trop gros, de mon collègue Radice de l'Université de Milan, qui a consacré un répertoire des ouvrages consacrés à la seule métaphysique d'Aristote au XXe siècle. La métaphysique est un gros ouvrage d'Aristote, mais ça représente à peu près 9% de l'œuvre conservée. Aux alentours des années 80-90, il avait répertorié sur la métaphysique 3729 titres, sur la seule métaphysique. Assez de chiffres. Je mets ma main au feu, la gauche pour être prudent, qu'il n'est pas de philosophe ou de savant encore vivant, même le plus tapageur, même celui auquel on donne souvent le micro sur les ondes des radios et de télévision. Il n'est pas un contemporain qui puisse se flatter de compter 300 livres ou articles par an à son propre ouvrage. Stupéfiant. Et ça continue, évidemment, puisque, vous le savez, on y a fait allusion tout à l'heure, les éditeurs rivalisent pour donner sur le marché de nouvelles traductions. La traduction dans la Pléiade est parue à peu près en même temps que la traduction complète chez Garnier-Flammarion. Ce n'est évidemment pas un effet du hasard, n'en doutez pas un seul instant, car Gallimard est propriétaire de Garnier-Flammarion, même si les comités exécutifs sont différents. Donc c'est un coup majeur. À l'occasion, il réussissait à faire en sorte que l'on consacre à Aristote un exemplaire du magazine Le Point. Certains l'ont peut-être vu déjà. On y voit la tête d'Aristote sur un marbre copie d'un marbre de Vienne, et c'est sous-titré « Aristote, notre père à tous ». Vous pourrez le consulter si vous voulez. Notre père à tous.
Évidemment, restons sérieux. D'abord, il faudrait, pour être plus exact, dire notre grand-père, étant donné la distance à tous, notre arrière-grand-père, notre ancêtre, au mieux. Mais je ne suis pas de ceux qui attachent beaucoup d'importance à cet avantage généalogique. Un généalogiste m'a dit, vous savez, en Europe occidentale, tout le monde a une chance sur deux de descendre de Charlemagne. Soit. Donc, vous avez une chance sur deux, puisque je suis né en Europe de l'Ouest, d'avoir sous les yeux un descendant de Charlemagne. Mais, je répète mon affirmation, soyons sérieux, qu'est-ce que je garde encore de Charlemagne? Mis à part la barbe éventuellement. Il en va le même d'Aristote. Il est peut-être l'ancêtre d'un lignage de penseurs et de philosophes dans tous les domaines, mais il n'est certainement pas, à la pensée actuelle, beaucoup plus que Charlemagne à ses descendants éventuels, car son legs, son héritage, est passé par une foule d'intermédiaires. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? C'est cette question que je voudrais poser. Que reste-t-il aujourd'hui de cette pensée aristotélicienne? Eh bien, je partirai, pour répondre à cette question, d'un constat que vous pourrez contester à loisir, évidemment. Vous êtes là pour cela, pas seulement pour m'écouter, mais pour me contester, et qui est que Aristote a la chance, certains disent la malchance, d'avoir partie liée avec l'université. Et puisque l'université est une institution occidentale, il a partie liée avec l'Occident, dont il est un marqueur. Et l'université occidentale est une institution tout à fait originale, mise en place dans la chrétienté du Moyen-Âge et qui se présente avec des caractéristiques systématiques très claires. Pour mémoire, l'université médiévale, dont hérite la naissance et que, évidemment, adopte, moyennant certaines réformes, la suite des siècles, se présente sous la forme de 4 facultés. 3 facultés. La théologie, la médecine et le droit. En l'occurrence, le droit canon. Et comme l'enseignement dans ces 3 facultés nécessite une formation préalable, s'y ajoute une 4e faculté qui est préparatoire aux 3 autres et qu'on appelle la faculté des arts. Pourquoi des arts? Référence aux arts dits libéraux, dont les disciplines sont étagées principalement dans le trivium, ce qu'on appelle le trivium, je ne vous apprends rien, les 3 voies, la grammaire, la rhétorique et la logique. Et c'est là qu'est enseigné Aristote au Moyen-Âge. Il est enseigné dans la logique, il est enseigné dans le cadre de la logique, entendu au sens large, qui devient par conséquent la condition obligée pour accéder à toutes les formes du savoir, théologie, médecine et droit, d'où son universalité. La pérennité d'Aristote est en grande partie le résultat de l'importance qu'il avait dans l'université médiévale
à la place que je vous ai dite, c'est-à-dire dans la faculté des arts, et plus précisément encore, pour couronner la faculté des arts, c'est-à-dire dans la logique en général. Il est l'instrument de la pensée. Le théologien, le médecin, le futur médecin, ou le juriste, en l'occurrence spécialiste du droit canon, est nécessairement aristotélicien. On n'enseigne pas dans les autres facultés Aristote comme tel. Il est adopté, simplement. Mais il est, l'enseignement non aristotélicien est équipé par l'enseignement d'Aristote. Il est équipé, logiquement, il est équipé conceptuellement. Et c'est cet équipement conceptuel, logique, qui est constitutif au niveau des autres facultés de leur statut scientifique. La théologie devient une science parce qu'elle est traitée par des artiens qui sont pétris jusqu'à la moelle de la pensée d'Aristote. De même, la médecine devient une science, en titre évidemment, parce qu'elle est équipée par des artiens, eux-mêmes formés à Aristote, et ainsi de suite. Évidemment, vous l'imaginez bien, de proche en proche, l'enseignement d'Aristote est limite entre toutes les facultés. Mais prenons d'abord la principale, c'est-à-dire la faculté de théologie, puisqu'aussi bien l'université médiévale a l'étiquette chrétienne. Dans cette faculté de théologie, Aristote est introduit de façon privilégiée pour enseigner une vérité. L'autre vérité étant fournie par le donné de la révélation, d'où la doctrine des deux vérités. Et c'est un mérite que de vouloir concilier la vérité purement rationnelle d'Aristote avec la vérité révélée par la tradition ainsi que les pères de l'Église, de manière à constituer une véritable science théologique pour laquelle la philosophie aristotélicienne a été un instrument, une condition nécessaire. Cette opération, elle n'est pas propre véritablement à la tradition chrétienne. Je dirais même qu'elle est en partie héritée d'une tradition antérieure. Dans le monde arabe en particulier, et aussi dans le monde judaïque du Moyen-Âge, Aristote a une place analogue. Et ce qu'était, par exemple, un Thomas d'Aquin pour la philosophie médiévale de langue et les confessions chrétiennes, eh bien, Averroès, pour prendre un exemple, l'était pour la tradition arabe, du moins celle qui était liée à Cordoue. De la même manière, pour la tradition juive, Maïmonide était son équivalent. Mais, et c'est ici que les choses deviennent intéressantes, tous ces penseurs attelés à mettre Aristote en conformité avec des données de la révélation se sont trouvés tous, les uns plus, les autres moins, en face d'énormes difficultés, d'énormes tensions, non seulement inhérentes à leur travail, mais extérieures à celui-ci, de la part des résistances qui venaient des milieux religieux. Nous avons l'impression que Thomas d'Aquin
a été adopté les bras ouverts après, évidemment, avoir suivi l'enseignement de Lambert le Grand. Il n'en est rien. Il a d'abord été condamné. Ses propositions ont été condamnées par son propre ordre des frères prêcheurs. Ce n'est que plus tard. De la même manière, du côté arabe, Averroès a été persécuté. Et Maïmonide a été malmené de la même manière au Caire. Mais, du côté arabe, la tension inévitable entre la tradition purement religieuse et révélée, d'une part, et d'autre part, la tradition philosophique aristotélicienne, s'est soldée par l'abandon d'Aristote. Et il n'y a plus, à partir du Moyen-Âge, d'école philosophique analogue à l'université chrétienne. De la même façon du côté juif, du Moyen-Âge, j'entends, on trouve dans la littérature juive savante toute une série d'adversaires à ce moment-là d'Aristote. Et l'argument principal est toujours du même ordre. Ah, si Aristote avait lu la Bible, il n'aurait pas d'idée, la Bible hébraïque évidemment, il ne se serait pas posé tant de questions. Et se poser des questions, c'est déroger. Il y a un mot pour caractériser cette attitude dont les résultats sont encore aujourd'hui constatables. Et il a été employé par Jacques Maritain, c'est un postulat de barbarie. Il consiste à postuler que ce qui n'est pas strictement d'origine religieuse ne peut être qu'un obstacle à la pensée rationnelle. Et il s'ensuit, du côté arabe, un repli frileux, mais aussi violent, sur un Coran et sur les écoles coraniques, où Aristote et la tradition philosophique qu'il a engendrée n'a plus aucune place et où il est considéré comme ennemi. Même repli du côté de la tradition juive, replié sur, cette fois-ci sur la Torah, sur la Bible hébraïque, qui devient en quelque sorte objet de culte qu'on étudie sans aucune espèce de référence à la tradition philosophique aristotélicienne. Il n'y a que dans la tradition académique et nous dirions universitaire catholique qu'on garde ce contact, au prix évidemment de bien des réformes, mais que l'on garde progressivement. Et le rapprochement que l'on fait aujourd'hui, que l'on tente aujourd'hui dans les milieux catholiques, entre ces différentes religions dites du livre, ne se fait plus sur la base de la rationalité philosophique, à l'échange d'un dialogue entre spécialistes, il se fait sur la base d'une pure croyance. On n'invoque plus Aristote comme notre père à tous, on invoque Abraham comme le père des croyants. C'est vrai, mais le père des croyants ne rapproche pas les hommes. D'où la difficulté, en dehors de la tradition chrétienne, de conserver dans les milieux religieux, j'insiste, son attention braquée sur Aristote. Et la présence aristotélicienne, à l'échelle du monde savant, elle est proportionnelle à la présence de l'université sur le modèle ancien. Car l'université médiévale a été évidemment exportée en dehors de l'Europe où elle avait donné lieu. Le modèle de l'université actuelle, c'est toujours le modèle dont je vous ai parlé, et il est, avec toutes les variantes qui s'imposent,
d'usage dans toutes les institutions de type universitaire à travers le monde. Dans le cas du Québec, je crois savoir que l'Université de Montréal elle-même a été constituée exactement sur ce modèle à la fin du XIXe siècle, au moment où l'Université de Laval a constitué l'Université de Laval à Montréal. Elle a d'abord institué 3 facultés, qui sont celles que j'ai dites, et la faculté de théologie était abritée, je crois, dans les bâtiments ici, si mes souvenirs sont bons. Et puis, étant donné que l'éducation préuniversitaire n'était pas de nature à favoriser l'entrée dans aucune de ces facultés, on en a, dans un deuxième temps, constitué une 4e, qui est la faculté des arts, expressis verbis à l'époque, et qui est l'ancêtre, évidemment, à la fois des facultés des arts, premier cycle universitaire dans les institutions nord-américaines, et à l'époque des enseignements secondaires des collèges classiques. Car ce qui a été adopté à l'époque, c'est évidemment la réforme de la Renaissance, prolongeant le modèle de la faculté des arts et intégrant à l'enseignement pré-universitaire l'étude du grec, car le Moyen-Âge ne fonctionnait pas avec le grec, il fonctionnait que le latin. Mais à la Renaissance, on découvre le grec, et donc, dans la première partie de ce qu'était l'ancienne faculté des arts, on enseigne le grec, le latin, et puis, je ne sais pas si certains ont encore un souvenir de leur classe du collège classique, les dernières classes portaient les noms caractéristiques de l'époque, syntaxe, c'était toujours le cas dans les institutions belges, c'est comme ça que je le sais, syntaxe, poésie, rhétorique, philosophie. Pas ça, le vrai? Méthode. Et vous voyez que ceci est destiné à faire une place au milieu, à la fin des études secondaires, à des textes d'Aristote qui ont été conservés à cause de cela au Moyen-Âge. La poétique et la rhétorique en particulier, qui n'ont pas de place à l'université. Mais le collège classique a fait son temps. On n'a pas à invoquer ici un postulat de barbarie, mais un postulat de modernité. Il a été abandonné et la présence aristotélicienne, du même coup, a reculé. Elle a reculé pour se retrancher dans un contexte plus universitaire. Ah, vous allez me dire, non, quand même, en dehors de l'université. Mais en dehors de l'université, partout ailleurs, la tradition aristotélicienne n'a pas de place, pas plus que la philosophie strictement occidentale. Si vous prenez, par exemple, le cas des religions orientales, ou ce qu'on appelle très généreusement les philosophies orientales, en Chine, au Japon, en Inde, pour prendre les principales. Ces traditions sont parallèles à l'institution universitaire et allergiques, imperméables à la tradition universitaire. Et donc, Aristote n'existe pas. Ce n'est pas que ces gens sont hostiles à Aristote, c'est qu'ils l'ignorent. À tort ou à raison, mais ils l'ignorent. Donc, pas de présence. Et l'Occident, qui reçoit de ces philosophies, entre guillemets, une influence modérée, mais quand même active, reçoit par là même ce qui est totalement aristotélicien, c'est-à-dire avec alpha privatif, donc non aristotélicien. Et il reçoit l'Occident dans ce cas-là.
une spiritualité matérialiste. Ah, quel nom barbare! La spiritualité est le contraire du matériel. Non, pas du tout. Je prends deux exemples. Que recevons-nous le plus souvent de ces traditions orientales? Nous recevons ce qui nous convient dans l'emploi, ou si vous préférez encore, l'usage de notre corps. Je ne parle pas de la cuisine seulement, mais aussi de tout ce qui est la spiritualité matérielle. On reçoit les jardins orientaux. Ils ont leur place ici, ces jardins orientaux, dont nous savons bien qu'ils recouvrent à la fois en Orient et chez nous une partie de spiritualité. La pierre, par exemple dans la tradition zen, n'est-ce pas, la pierre a une espèce de vitalité que ne contient pas la pensée occidentale. Jamais dans la tradition aristotélicienne on ne considérera le minéral comme un vivant. Ou alors, on recevra ce qui est tout aussi non aristotélicien, des concepts et des usages qui ne sont pas de l'ordre de l'esprit, malgré ce qu'il en semble. Autre exemple, emprunté à l'Inde. Vous savez que l'Inde comprend une diversité importante de courants religieux. L'hindouisme lui-même est le principal, mais il est totalement inexportable depuis le Moyen-Âge, malgré son importance. Ce qui est exportable, ce sont les traditions marginales, c'est-à-dire celles du monachisme ou celles des partis réformés. Je pense notamment à la partie réformée qu'on appelle le jaïnisme. Il est mal connu, le jaïnisme, en Occident, sauf que nous connaissons par excellence le principal de ses représentants, qui est le Mahatma Gandhi. Gandhi est un jaïn qui a adopté dans la libération de son peuple une doctrine qui a fait son temps et qu'on appelle la non-violence. Tout le monde connaît ça. La non-violence, la himsa, dans la tradition jaïniste, c'est une tradition spirituelle qui table sur la communauté de la pensée, sur la communauté des êtres vivants. Et gare à celui qui avalerait une mouche ou un insecte, parce qu'il commettrait un péché analogue à celui qui constitue l'assassinat pur et simple. De cette doctrine dérive de façon directe, c'est-à-dire sans intermédiaire, une défense des animaux. La défense des animaux, aujourd'hui, prend une place considérable. C'est une défense qui est articulée d'une manière non aristotélicienne, c'est-à-dire très précisément dans ce cas-ci, anti-espèce. Tous les animaux, à titre d'animal, sont à traiter de la même façon. C'est typique de la pensée indienne. Deuxième exemple, la pensée indienne, c'est celle empruntée à la tradition bouddhiste. La tradition bouddhiste a son origine en Inde, mais elle n'est plus du tout indienne, parce que le bouddhisme a été évincé de l'Inde et persécuté. Il n'existe plus sous différentes formes qu'à l'extérieur, dans les pays de l'extérieur. Le bouddhisme est célèbre pour sa pensée méditative, mais encore une fois, c'est une méditation matérielle, une spiritualité matérielle, et avouée comme telle. Le bouddhisme, en dépit des apparences, n'a pas de Dieu. Bouddha n'est pas un Dieu, c'est
un guide et un prédécesseur qui est parvenu à la libération de la nirvana, et nous limitons, nous pouvons le limiter parce que nous sommes des êtres exclusivement corporels et matériels. Et c'est pour ça que la méditation corporelle a une si grande place. C'est parce que nous ne sommes que des atomes de matière. Et nous pouvons, de ce fait-là, parfaitement nous réincarner. Et hélas, disent les bouddhistes précisément, parce que c'est pour échapper à ce cycle infernal des réincarnations que Bouddha est un guide. Lui, il est parvenu à échapper à ceci. Il n'est pas sûr que ce que nous recevons de bouddhisme aujourd'hui soit suffisamment au courant de cette perspective pour y reconnaître une spiritualité strictement matérielle. Le bouddhisme séduit l'Occident, mais il le séduit parce que justement l'Occident laisse une place à tout ce qui n'est pas aristotélicien dans la tradition rationnelle. Une tradition, et là on tombe immédiatement sur l'essentiel de cette filiation aristotélicienne, qui unit à la fois la forme et l'esprit d'un côté, et la matière et le corps de façon indissoluble à titre de causalité. Cet équilibre, il est difficile évidemment de l'imaginer en dehors d'une filiation consciente ou inconsciente et d'une référence explicite ou implicite à Aristote et à sa pensée. Donc, replions-nous pour mesurer l'actualité d'Aristote sur la tradition de l'université occidentale d'origine chrétienne, pour ne pas dire catholique. Je vais faire un rapide coup d'œil parce que le temps passe, et attirer votre attention sur le caractère dépassé d'Aristote à l'intérieur même de l'université. Condition préalable, je vous l'ai dit, il faut une tradition universitaire du type que j'ai dit pour retrouver la présence d'Aristote. Sans elle, il est absent. Mais à l'intérieur de la tradition universitaire, il est aussi, d'une certaine manière, absent-présent. Je pourrais prendre des tas d'exemples, mais je vais tout de suite au premier qui est au plus évident, c'est à la tradition scientifique. Je vous ai dit que Aristote donnait à la pensée médiévale son statut de science dans chacune des facultés. Dans le cas de la faculté de médecine, Aristote est présent à ce titre, mais à ce titre uniquement, car Aristote n'a rien écrit dans le domaine médical. Il n'y a pas une ligne chez lui, pourtant il a écrit énormément, qui touche à la médecine, même si, dit-on, il était fils de médecin. Et ce qui est enseigné essentiellement, c'est la tradition ultérieure, principalement la tradition de Galien, qui est un penseur ancien également, mais 500 ans après Aristote, et qui le surpasse à bien des égards dans ce domaine-là, totalement, et de façon irrémédiable. Mais ce qui donne à Galien et à la médecine médiévale son statut aristotélicien, c'est la nécessité où Galien se trouve et sur laquelle il insiste de recourir à Aristote pour établir les véritables méthodes de la science médicale. Ça ne conduira à rien à la fin du Moyen-Âge, parce que, vous le savez mieux que moi, l'enseignement scolastique à cette époque est sclérosé,
Et ce que l'on enseigne en médecine, à l'époque, est un enseignement livresque qui fera les beaux jours des critiques de Molière. Et Aristote, évidemment, en pâtit. En pâtit parce qu'il n'en peut rien, mais il est pris dans le jeu. Une question parmi d'autres qui fait souvent rire, enfin, elle me fait rire moi, peut-être pas vous, on se pose la question à la fin du Moyen-Âge, est-ce que Aristote était pour ou contre le tabac? Mais comment voulez-vous le savoir? Le tabac a été découvert dans le Nouveau Monde bien plus tard. Mais on a tenté dans l'université de l'époque de savoir, étant donné les positions aristotéliciennes, si, revenant aujourd'hui, il condamnerait le tabac. Et on a répondu oui, condamnerait le tabac. Ce qui, évidemment, prêtait à rire, ceux qui voulaient bien réfléchir à la question, d'où ce fameux épigramme de Boileau, que j'ai tendance, pour ma modeste part, à faire mien, et qui est le suivant: quoi qu'en dise Aristote et sa docte cabale, le tabac est divin et j'en fais mon régal. Mais, en dehors de cela, la pensée aristotélicienne résiste en dehors de la médecine. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, Aristote n'enseigne pas la médecine, mais il enseigne les conditions à laquelle la médecine devient une science, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une connaissance de la nature et pas sur un travail empirique. Et une connaissance de la nature aussi vaste que possible. Connaissance du corps, connaissance des remèdes, connaissance du monde, connaissance du climat, c'est tout cela qui constitue la base de la médecine. Hélas, sur ce terrain encore, Aristote, à partir d'un certain moment, dès la fin du Moyen-Âge, est complètement dépassé. La physique aristotélicienne, la science de la nature, à partir de la Renaissance, telle que la concevait Aristote, est battue en brèche de manière irrémédiable. Pas seulement parce qu'il enseigne un univers géocentrique, c'est le moindre mal, mais parce que, avec des arguments circonstanciés, il défend un univers, comme on a dit, anisotrope, c'est-à-dire différent selon les places. Et pour lui, la matière céleste n'est pas la même que la matière que nous connaissons ici-bas. Donc, la matière céleste, pour des raisons impossibles, est incommensurable avec celle qui régit notre monde d'ici-bas. Matière transparente qu'on ne voit pas, mais omniprésente qui exclut le vide et qui est toujours mobile. Et les astres n'ont pas de mouvement propre, ils sont simplement emportés sur ces sphères invisibles. Rien qu'évoquer cela aujourd'hui fait un peu sourire, et même beaucoup, complètement dépassé. Du point de vue de la science d'ici-bas, de la physique et des sciences naturelles, il a résisté plus longtemps, mais il a évidemment, lui aussi, cédé finalement. Une grande partie de l'œuvre aristotélicienne est consacrée à l'étude des animaux. Une grande partie constitue une recherche dite histoire des animaux sur le monde animal. Ces recherches ont été célébrées, et à juste titre, parce qu'ils ont été à la base
d'une systématique. Elle a été célébrée à juste titre parce que, chemin faisant, Aristote, à son époque, a fait des découvertes importantes. Il a, le premier, compris que, par exemple, les anguilles se reproduisaient dans la mer des Sargasses. Il est le premier à avoir décrit l'appareil masticatoire des oursins, ce qui lui vaut d'avoir conservé son nom aujourd'hui pour cette partie de la description anatomique des oursins qu'on appelle la lanterne d'Aristote. Vous allez vérifier ce que je vais vous voir. Et d'autres découvertes considérables. Mais, ces observations étaient extrêmement partielles. Elles étaient non seulement partielles, mais erronées dans bien des cas. Il ignorait totalement la paléontologie. Comment voulez-vous qu'ils connaissent les dinosaures? On a connu ça seulement bien plus tard. Et surtout, il a ignoré la biologie cellulaire. Oui, il a parfaitement compris qu'il y avait une unité dans la génétique, évidemment, animale, et qu'il n'y avait pas lieu de faire des différences entre ovipares, ovovipares, patati patata. Il a compris tout cela. Mais il était incapable, faute des moyens de l'observation, de poser les bases d'une véritable génétique. Et il était même sous ce rapport, sous le rapport de l'anatomie, bien inférieur à Galien. Pensez que Aristote non seulement ne comprend pas qu'il y a une circulation sanguine, ce qui est une découverte tardive de la Renaissance, mais il ne fait pas la différence, il est incapable de faire la différence entre veine et nerf. Il ne voit pas la différence entre les deux. Il ne voit pas non plus la différence, par conséquent, des fonctions cardiaques, à telle enseigne que, pour lui, c'est dans le cœur que se trouve le siège de la connaissance sensitive. Évidemment, il rejoint une partie de la tradition populaire, le fondement cœur, etc. Ben, bref. Et le cerveau, il sert à rien, en fait. Il sert simplement à constituer une base de réfrigération parce que le cœur est trop chaud. Voilà Aristote. Périmètre. Périmètre n'est pas tout à fait le mot, parce que ce qui est périmé date de péremption, jette à la poubelle. Il faudrait peut-être dire, pour exactement dans ce domaine-là, dépasser. Et là, j'emploie le mot dépassement dans le sens que lui donne Hegel, dans sa dialectique de l'histoire. Hegel imagine la progression de l'idée en 3 temps, sous la forme, premier temps, d'une affirmation qu'il appelle la thèse. Bon, maintenant, Aristote, c'est la thèse. Deuxième temps, l'antithèse, la négation de cela. Et puis, troisième temps, la synthèse. Alors, la synthèse, évidemment, comme son nom l'indique, récupère quelque chose de la thèse et de l'antithèse. C'est ce qui reste quand on a dépassé l'opposition entre les deux. Donc, si on interprète Aristote à la lumière de l'analyse hegelienne du progrès, même s'il a été contredit, et de manière sévère, de façon presque systématique, à la fois dans sa physique céleste et dans sa physique terrestre, sa biologie, ceux qui l'ont contredit, ou ceux qui l'ont contredit plus exactement, n'ont pas éliminé les questions qu'il pose. Exemple,
même si la physique céleste d'Aristote est dépassée, ce qui a servi à la dépasser et donc à la rejeter dans l'ombre, n'ont pas évacué la question principale posée par Aristote et qui reste aujourd'hui, d'une certaine manière, non résolue: quelle est l'origine du mouvement? Car c'est ça qui est au cœur d'Aristote. Aristote, vous savez, le ciel tourne, et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, il ne se demande pas comment ça se fait qu'il s'est mis à tourner. Et ça, même, parenthèse ceci, même Thomas d'Aquin l'a parfaitement compris. Il a compris, bien qu'il utilise la démonstration d'Aristote dans les Quinque Via pour établir l'existence de Dieu comme premier moteur, ce premier moteur dont il est question, ce n'est pas une cause qui donne le mouvement à ce qui est immobile. C'est pourquoi Thomas d'Aquin a tant de difficultés à concilier Aristote avec l'idée de création, n'est-ce pas? Impossible, alors il est obligé de penser une création ab aeterno, de toute éternité. Car pour Aristote, le monde tourne toujours. Et la seule question qui se pose pour lui, c'est pourquoi ça n'arrête pas? C'est ça sa principale question. Le mouvement est, mais pourquoi n'arrête-t-il pas? Pourquoi subsiste-t-il immobile de cette façon-là? Et ce premier moteur, c'est pas celui qui met en mouvement, c'est l'acte qui soutient le mouvement dans son être. Alors, la question reste, pourquoi y a-t-il du mouvement et pourquoi pas? Pourquoi les choses ne sont pas sans arrêt comme elles sont? Leibniz, qui connaît parfaitement son Aristote et qui l'actualise, pose une question angoissante dans la lignée d'Aristote, et il dit, mais enfin, pourquoi y a-t-il de l'être? Pourquoi y a-t-il des choses plutôt que rien? Alors évidemment, c'est le genre de question presque insoluble, mais c'est la base de la métaphysique occidentale. Et les progrès de la physique n'ont pas évacué cette question, parce que la question des origines n'a pas de réponse physique. Dans le domaine de la biologie, j'espère qu'on ne lit plus Aristote, pas plus qu'on lit Hippocrate à la faculté de médecine, n'est-ce pas? Parce que si on... Tiens, ça me rappelle ça. Je cherchais l'édition d'Hippocrate de Linné à la bibliothèque une année. Je dois bien voir ça, je l'ai trouvé bibliothécaire. Et je ne trouve pas. Je dis, comment ça se fait? Ah, si, qu'on dit. Elle est en médecine. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait là? J'espère qu'aucun étudiant en médecine ne lit Hippocrate. Parce que si c'est le cas, le système de santé du Québec, qui est déjà chancelant, il est en grave péril, vous savez. Je fais ma parenthèse. Donc, dans le cas d'Aristote, on a évidemment corrigé sur des tas de points sa description du monde animal, végétal et patati. Mais on a laissé intacte la question de la causalité qu'il pose, car Aristote défend, dans son analyse constitutive du monde vivant, l'idée selon laquelle il y a dans la nature de la finalité. Et il répète sans arrêt comme un leitmotiv, la nature ne fait rien en vain. Alors cette question, elle reste présente dans la biologie moderne. Y a-t-il une finalité dans la nature? Est-ce que la nature poursuit une fin? Y a-t-il des arguments pour? Ou bien tout est-il hasard et nécessité? Vous voyez? Finalité ou nécessité? Thèse, antithèse. Il y a toute
les raisons de penser que c'est un compromis entre les deux qui doit être recherché. Et c'est un compromis que suggère Aristote, car avec sa position d'allure élémentaire, pour expliquer un organe, il dit cherchons à quoi il sert, n'est-ce pas? Alors il analyse l'œil et les différentes parties de l'œil. Et il dit ça doit servir à ceci, à cela, à cela. Et il anticipe de cette façon-là, pour tous ceux qui regardent les tissus cellulaires, l'observation qu'un tissu se répare lui-même, comme il était avant. Comment ça se fait si c'est le hasard? Donc il y a pour lui, dominant l'interprétation d'un organe comme l'œil, une interprétation finale, par la cause finale, qui s'impose. Mais la finalité n'explique pas tout. Elle n'explique pas tout parce que, et il y insiste, la couleur des yeux n'a pas de raison d'être. Je veux dire par là que, peu importe la couleur, ça n'a pas de fonction, dit-il. Mais cette affirmation montre que la finalité dans la constitution de l'être naturel n'élimine pas des choses sans raison, purement accidentelles. Et, qui plus est, il démontre par ailleurs que la nécessité ou le hasard, qui ne poursuit aucune fin, est nécessaire à la finalité. On est en train de s'envoler très haut. Je vais prendre un exemple banal pour vous faire comprendre. Supposons une mouche au plafond. Bon, je prends, mettons, un balai et hop, je tue la mouche. Qui a tué la mouche? C'est la question que se posaient les juristes dans l'Antiquité, n'est-ce pas? C'est pour ça que je prends cet exemple-là en le modernisant un peu. Mais dans l'interprétation d'Aristote, il y a à la fois conjugaison de la finalité et de la nécessité. La mouche a été tuée parce que je l'ai voulu. Et j'ai pris le balai pour tuer la mouche. Donc il y a, sans ma volonté de vouloir tuer la mouche, sans la fin que je poursuis, la mouche serait toujours là. Et évidemment, le bâton ou le balai en question n'est pas parti tout seul tuer la mouche, c'est parce que je l'ai emmené. Mais le balai m'a été nécessaire. Et sans l'existence de ce balai que je peux manier, je n'aurais jamais pu tuer la mouche. Donc, ces deux causalités nécessaires, le balai obéit à tout ce que je fais. Au hasard, je peux le jeter par là, n'importe où, il fait n'importe quoi. Il fait strictement n'importe quoi. Hasard, nécessité, finalité. Donc, vous voyez que même si Aristote est périmé sur le plan de la nature, même si c'est le cas, il n'est pas totalement évacué et dépassé parce qu'il laisse pendantes un certain nombre de questions que la science actuelle, avec la rigueur qu'on lui connaît, éprouve toujours, et à juste titre, des difficultés pour trancher. Mais enfin, ce domaine-là de la pensée aristotélicienne est périmé et on n'enseigne plus la physique aristotélicienne ni la biologie aristotélicienne à l'université. Qu'est-ce qu'on enseigne alors dès aujourd'hui à l'université? Qu'est-ce qui reste quand on a éliminé tout ça? Ben, il reste guère qu'un petit domaine qui est celui des sciences dites pratiques
ou, si vous préférez, la morale, l'éthique, la politique, etc. Mais là aussi, rassurez-vous, Aristote est périmé sur bien des points. Il est périmé sur bien des points parce qu'évidemment, il n'avait pas la documentation qui nous permet aujourd'hui d'alimenter la réflexion dans tous ces domaines, et c'est bien la raison pour laquelle a été constituée au XIXe siècle des sciences dites humaines. Les sciences dites humaines, calquées au départ dans le positivisme d'Auguste Comte et chez ses contemporains, sur les sciences naturelles qui revendiquent dans le domaine des choses humaines le même caractère scientifique que celui attribué aux sciences dites de la nature, Naturwissenschaft disent les Allemands. Et la position des sciences dites humaines, sociologie, politologie, etc., repose sur la conviction qu'il est possible de décrire scientifiquement ce qui est, comme il est dans l'ordre des choses humaines, comme il est possible de décrire scientifiquement, de prouver scientifiquement ce qu'il est dans le domaine des sciences de la nature. On décrit ce qui est. Et vous savez, le reproche qu'on faisait à Lévi-Brul, mais enfin, votre science, elle ne répond pas aux besoins naturels de savoir ce qu'on doit faire. Lévi-Brul répondait, c'est exact. Et le besoin que vous évoquez, ce qu'on doit faire, doit être certainement satisfait, mais ce n'est pas à la science humaine de le faire. La science humaine décrit ce qui est. Et justement, il avait raison parce qu'il y a un départ obligé entre l'observation des faits que requiert l'approche scientifique et l'établissement des devoirs, ce qui doit être fait. Et ce qui doit être fait ne peut pas procéder de l'observation de ce qui est. Le bien, ce n'est pas ce qui est, disait déjà Aristote. Et donc, le champ de la position aristotélicienne se rétrécit beaucoup dans la pensée actuelle, puisqu'il se restreint au domaine des sciences dites morales ou politiques, distinctes des sciences dites humaines, et qui ont, parce que distinctes, pour objectif et pour seul objectif de répondre à la question « Que dois-je faire ?» la seconde question de Kant. Que dois-je faire? Il y a une obligation. C'est là que se joue, évidemment, la critique. C'est cela que l'on enseigne aujourd'hui. Que dois-je faire? Enfin, ce n'est pas ce qu'on enseigne, excusez-moi. C'est ce pourquoi on utilise comme un penseur actuel Aristote. Oh, pas toujours, parce qu'il y a, même dans le milieu étroit universitaire, des gens bien, que je ne citerai pas le nom évidemment, des gens bien installés qui souhaiteraient, mordicus, faire évacuer Aristote de l'université. Et je connais deux dames, dont je ne citerai pas les noms, qui ont, il y a quelques années, fait circuler une sorte de pétition pour qu'on bannisse Aristote de l'université au double motif qu'il défendait l'esclavage naturel et ne reconnaissait pas la position égalitaire de la femme et considérait que la femme était au fond un mâle raté. Ça existe. Et ça existe au Québec. Hein. Les exemples auxquels je pense sont les américaines, mais au Québec, il y a à l'université. Pourquoi? Mais parce que
c'est une évidence que Aristote n'est pas tout à fait au courant des choses que nous observons aujourd'hui. Mais doit-on enfoncer des portes ouvertes et dire, vous savez, Aristote, il défendait l'esclavage naturel. Moi, personnellement, quand j'avais affaire à mes étudiants, c'est même l'exemple favori que je choisissais pour susciter la réflexion. Vous savez, Aristote, il pense qu'il y a des esclaves au naturel. Oui, on riait. Vous savez pourquoi? Et je leur disais, lorsque l'on lit les textes, son argument, c'est qu'il y a des âmes serviles. Hein? C'est quoi des âmes serviles? Il y a des âmes serviles. L'âme servile, c'est celle, non pas qui est intellectuellement aberrante, non, ce ne sont pas des cul-de-jatte intellectuels, les esclaves, ils comprennent beaucoup de choses. Ce n'est pas une atrophie de l'intelligence dans leur cas qui est en cause. C'est quoi alors? C'est une hypertrophie de l'appétit. Position d'Aristote. Et naturellement esclave, celui dont l'appétit est hypertrophié au point de rendre l'intelligence incapable de délibérer. C'est l'analyse qu'il fait de l'enfant. Et je vous rappellerai qu'en grec, les Grecs, quand ils s'adressaient à un esclave, disaient « pai », enfant. Parce que l'enfant est caractérisé par une importance démesurée à accorder à l'appétit. Et l'appétit, c'est ce qui est désirable immédiatement. Alors vous avez beau expliquer, non, il ne faut pas manger ça, j'ai trop d'appétit, il faut que je mange. Donc l'esclave naturel, c'est celui qui naît comme ça et qui ne parvient pas à se défaire d'un appétit, au sens très large évidemment, sur tous les plans. Et celui-là, il est esclave. De qui? De lui même. Mais ça se guérit, n'est-ce pas ça? Et Aristote dit, même le plus enferré dans son esclavage, même l'âme la plus servile, elle peut être éduquée. Elle peut être éduquée, c'est comme celui qui naît gaucher, mais avec un peu d'habitude, il deviendra ambidextre. Mais il faut un peu le forcer. Ça, c'est gênant, évidemment, forcer les gens. Et la conception de la liberté chez Aristote, c'est une autre question. Mais vous voyez, on pourrait avoir la tentation d'écrire. J'adoptais la position inverse en ce qui me concerne personnellement, et elle consistait à demander tout simplement qu'on réfléchisse à ces textes en prenant les exemples les plus aberrants, les plus inouïs, les plus rebutants, parce que, en fait, derrière cela, il y a une obligation et des observations qui nous permettent de récupérer parfois des choses oubliées. Mais j'arrête, hein, parce que vous en parlez. Parce que j'ai beaucoup de choses. Non, ça va. J'aurais dû tirer ma toquante. Hein.